Mon fils est mort donc dans la nuit du 13 novembre, une nuit où seulement sa compagne savait qu'il était au Bataclan. Et le reste de la famille, c'est-à-dire son père, moi-même, donc sa mère et ses deux sœurs ne savaient pas qu'il était là. Et les premières qui ont été informées de sa présence au Bataclan, c'était d'une part sa compagne, qui habitait au-dessus du restaurant où il travaillait, et sa sœur cadette qui, au moment de se coucher, a ouvert son Facebook et a vu sur le fil Facebook que son frère était au Bataclan. Et donc toute la nuit, elles ont échangé entre elles et avec les amis, puisque ils étaient partis quatre en fait. Donc outre Stéphane, il y avait son ami d'enfance, Pierre Innocenti, et un couple d'amis. Ils sont partis quatre. Deux ont réussi à s'échapper. Pierre a été vu mort assez rapidement. Et quant à Stéphane, il a disparu du groupe de ses amis sans que l'on sache ce qu'il était devenu. Et donc, à 5 heures du matin, sa compagne et sa sœur se sont couchées sans savoir ce qu'il était devenu. Et elles nous ont avertis que le lendemain matin. Donc, moi, j'étais ici en Provence avec ma mère qui allait fêter ses 96 ans. Et donc, j'étais venu exprès pour lui faire un anniversaire surprise. Et elle me dit, est-ce que tes enfants pourraient être concernés? Donc je lui réponds, ben non, a priori non. Euh, Ma fille aînée était en voyage de noces en Tanzanie, parce que le Quai d'Orsay leur avait dit que c'était un pays qui était relativement sûr du point de vue terrorisme, djihadiste. Stéphane, je lui dis, il travaille tous les soirs au restaurant du côté du pont de Neuilly. Je ne vois pas ce qu'il irait faire là-bas, puisqu'il travaille tous les jours. Et quant à sa sœur, elle habite aussi dans l'Ouest, à côté d'ailleurs de la DGSI à l'époque. Et je n'imagine pas qu'il puisse être concerné. Et donc, nous nous sommes couchés à 2 heures du matin, impuissants évidemment, et ignorants. Et le lendemain à 8 heures, mon épouse m'appelle et me dit, je t'appelle car Stéphane était hier soir au Bataclan et nous n'avons plus de nouvelles. Voilà. Oui. Donc, jusqu'au dimanche matin, nous avons attendu, cherché, puisque mon fils n'était ni sur la liste des blessés, ni sur la liste des morts, ni sur la liste des hospitalisés, jusqu'au dimanche matin, où un ami de la sœur cadette de Stéphane lui a dit appelle l'Institut médico-légal. Et quand elle a appelé, on lui a dit effectivement, il est là. Donc, dans les 2 semaines qui ont suivi, il a fallu préparer les obsèques. Donc, comme sa compagne avait été hospitalisée dans un état de choc terrible, c'est donc sa mère et moi-même qui avons dû préparer les obsèques. Donc, au bout d'une semaine, nous avons eu le permis d'inhumer. Et compte tenu de ce délai, comme nous n'avions pas à l'époque de tombeau à Neuilly, il a fallu donc attendre qu'un nouveau tombeau soit disponible. Et ce que la mairie nous a accordé, pour demande d'ailleurs du gouvernement. Et donc nous avons enterré Stéphane le samedi 15 jours après, c'était donc fin novembre. Voilà. Et entre-temps, bien sûr, il avait fallu annoncer à son petit garçon que son père était mort. Mm. Et sa mère, qui était rentrée à la maison, donc a réussi. Je ne sais pas comment elle a fait. Moi j'étais incapable. C'était trop douloureux. Elle lui a dit voilà, il faut que je te dise quelque chose de très très important. Et c'était 2, 3 semaines avant Noël. Et lui, il croyait que c'était un, un, cadeau. Il avait fait une lettre au Père Noël. Il croyait que c'était des jouets. Et il sautait sur le canapé. Il courait comme un cabri et disait c'est quoi, maman, c'est quoi? Et Et elle lui dit, voilà, il faut que je t'explique. Il y a eu une très grosse explosion et papa, comme le roi lion, n'a pas pu se libérer et il est mort. Il, euh, il est parti dans une fusée sur une étoile, mais nous le garderons toujours avec nous dans notre cœur.
Le petit garçon s'est arrêté de sauter et il a juste répété, papa est mort. Il est parti dans sa chambre et sa nounou l'a suivi. Et quand elle est revenue de la chambre, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je lui ai dit, tu as compris ce qui s'est passé? Il a dit, oui, oui, papa est mort. Il a évidemment verbalisé la phrase qu'on lui avait dite, mais sans comprendre l'impact et Mm. les suites de cet événement. Et dans les mois qui suivaient, chaque fois qu'il regardait le ciel le soir, et quand il voyait le ciel sans étoiles, il pleurait. Il avait peur que quelqu'un ait éteint en fait l'étoile de son père et il disait qu'il avait peur que son père se fasse mal en tombant. Le 13 novembre 2019, donc 4 ans après, c'était un mercredi. Donc le matin, il y avait eu les hommages et les commémorations de Al-Bataclan. Et à 14 heures, c'était le mercredi après-midi, le jour où c'est le jour des grands-parents. Donc nous voyons notre petit-fils le mercredi après-midi. Et donc quand nous arrivons, la nounou nous dit, oh, ben, aujourd'hui il est triste. Euh, et alors je faisais un peu le naïf, je disais, mais pourquoi? C'est mercredi, c'est le jour des vacances, c'est le jour des papis et des mamies. Et les larmes dans les yeux, il me dit, mais non, c'est le jour où papa est mort. Et ça m'a tellement touché que je me suis dit, le soir, je vais écrire son histoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Oui. Et après, donc j'ai écrit tout ce que je savais, la manière dont lui-même l'a appris, Mhm. la soirée et la nuit du 13 novembre, comment nous avons tout fait pour le savoir. Et, euh, et puis, forcément, j'ai été obligé de me questionner sur le pourquoi, le comment, outre qui, euh, les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et donc, forcément, j'ai été amené notamment à étudier l'enquête parlementaire, qui était très bien faite Mhm. et qui montrait les défaillances au niveau du renseignement, qui était mal organisé, mal coordonné, au niveau de l'insuffisance des échanges avec les pays de Schengen et hors Schengen, toutes ces défaillances. Les défaillances, évidemment, au niveau juridique et judiciaire, puisque les trois assassins du Bataclan, notamment, étaient connus, fichés, avaient été condamnés par les services. L'un était sous contrôle judiciaire qui ne respectait pas, un autre était fiché S, donc un autre avait fait des voyages à l'étranger. Donc, il y avait eu un dysfonctionnement évident et du renseignement et de la justice et évidemment des éléments pénitentiaires. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'enquête parlementaire. Donc, je n'invente rien. Voilà. Oui. Et de là, évidemment, vous êtes obligé de vous interroger sur l'idéologie sous-jacente. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué dans les réponses qui ont pu vous être apportées au fil des mois ou des années? Je pense qu'il y a eu une prise de conscience quand même euh, beaucoup plus claire, hein, aussi bien au niveau de la société en général qu'au niveau des dirigeants. Je pense vraiment que en 2015, il y avait une sous-estimation du risque. Je pense qu'on imaginait que c'était des groupes d'individus qui étaient visés, des groupes religieux, des groupes de communication. Euh, mais là, ce jour-là, on s'est vraiment aperçu que c'était la société, la démocratie, l'Occident qui était en jeu. Et cette prise de conscience, je pense qu'elle est dans la société. Elle est aussi, je pense, au niveau des dirigeants. Ensuite, comment la maîtriser, cette menace? Le cœur de ces assassinats, leurs motifs, leur justification religieuse ou je ne sais pas, il est toujours là. D'autant qu'il est à la fois endogène et exogène. Il dépasse largement nos frontières. Donc, comment le maîtriser en fait? Il faut déjà se féliciter qu'il y ait eu une prise de conscience, qu'il y ait eu des améliorations au niveau du renseignement,
au niveau juridique et légal, au niveau de la surveillance de l'Internet avec la plateforme Pharos. Je pense de l'amélioration des échanges d'informations avec les pays Schengen. Il y a eu des améliorations, on ne peut pas le nier. Euh, Est-ce qu'elles sont à la hauteur de l'enjeu? C'est une autre affaire. Puisque, comme je vous le dis, le moteur de ces assassinats, il est très au-dessus de nous. C'est d'ailleurs le sentiment qu'on a lorsque Stéphane est mort. On s'est dit, mais on est écrasé par une machine tellement énorme que nous ne sommes rien par rapport à ça. Donc, des améliorations, oui, certes, il y en a eu, mais le fond du problème n'est pas réglé. Ce jugement ne va pas régler, ce procès ne va pas régler le problème de fond. Alors après, ma parole, elle est limitée par l'existant. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un membre du RAID, je ne suis pas un dirigeant, je ne suis rien de tout ça. Donc, je suis juste une victime. Et d'ailleurs, je déteste ce mot de victime parce que c'est un terme tellement passif, vous voyez. Et du jour au lendemain, on devient victime alors qu'en fait, on a essayé de mener sa vie pour construire quelque chose, euh, fonder une famille, donner des valeurs, euh, créer euh, du bonheur, en fait. Tout simplement du bonheur. Je crois que c'est ce que tout le monde cherche. On a essayé de créer tout ça. Et puis, du jour au lendemain, ben, vous êtes devant le vide, en fait. Vous êtes devant un, un gouffre béant. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que, qu'est-ce que son fils va devenir? Qu'est-ce que son épouse va pouvoir faire? Alors après, bon, je crois que le seul et vrai médicament, s'il en existe un, c'est le temps. Le temps qui permet de cicatriser, mais pas évidemment de reconstruire ce qui a été détruit définitivement. Donc, au départ, c'était comme si on avait coupé un membre, en fait. Je pense que c'est ce qui est assez proche. Si vous manque un bras, mais évidemment, encore pire, hein, c'est un peu ce sentiment-là. Il manque un membre. Il manque un membre de la famille et voilà, c'est presque physique. Hein, puisqu'un enfant, c'est une partie de soi. Donc, on nous a amputé d'une partie de nous-mêmes. Et c'est de façon irréversible. Donc, s'il y a un message que je veux faire passer, c'est d'être vigilant, en fait, de ne pas être naïf, de savoir que, au-delà de ce procès, qui donnera des peines, qui nous apprendra des choses, il y aura toujours la menace du terrorisme djihadiste.